OK. Bonjour tout le monde. On est juste en train d'attendre que les participants puissent tous se joindre. Juste pour faire un petit check de son, est-ce que quelqu'un pourrait simplement cliquer sur le Q&A puis juste écrire que vous entendez ce que je suis en train de dire présentement, juste pour être sûr qu'on est en voiture? Parfait, oui. Super, merci beaucoup. Excellent, merci. Yes. Toujours le fun quand la technologie fonctionne. Ben oui, c'est ça. On va commencer dans 30 secondes. Là. Je vois le nombre de participants qui est en train de se joindre. C'est super. OK, on va attendre quelques secondes encore. Bienvenue, merci. Vous êtes ponctuels, on apprécie. Oui. En fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, puis on va embarquer, puis les gens pourront continuer à rentrer dans la rencontre. En fait, bon matin, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Mon nom, c'est Mathieu, je suis ici en compagnie d'Annie. En fait, on va se présenter très rapidement, là, parce que le but, c'est pas de parler de nous-mêmes, mais plus de parler de différentes pratiques qui sont en cours, soit au Canada ou à travers dans le monde, puis vous donner des exemples, puis vous aider à réfléchir dans l'espoir qu'on apporte de la valeur dans vos approches et vos stratégies de développement du talent. Juste très rapidement, mon background, dans le groupe, je suis pas mal sûr qu'il y en a qui me connaissent, puis il y en a qui me connaissent peut-être pas. En fait, je suis un psychologue organisationnel là, qui a grandi à Québec, mais qui a évolué à Montréal, et puis ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'étais à Toronto. Mon background comme consultant, c'est d'avoir fait beaucoup de mandats d'évaluation, de développement, coaching, planification de développement à travers là, je sais pas, peut-être 18-19 années de travail plus professionnel. Et puis, présentement, ce que je fais, c'est surtout de la consultation par rapport à la gouvernance de programme, je dirais. Gouvernance par rapport à la pérennité des programmes, la mesure, l'impact, les stratégies de communication et puis de déploiement. Et puis des mandats sur le travail plus au niveau exécutif senior, je dirais, là, quand c'est avec des comités de direction. Et puis présentement au Canada, je suis en charge en fait de nos opérations au Canada pour DDI. Et puis je suis présentement ici avec Annie. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je réfléchissais, Mathieu, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait plus de 15 ans maintenant. Ouais. On s'est rencontrés à Montréal, tous les deux Québécois, et on s'est connus dans le temps où on écrivait nos rapports d'évaluation nous-mêmes. Donc, on a un peu le même parcours en termes d'évaluation. Moi, de mon côté, j'ai évolué plus au niveau du développement du leadership. Premièrement, en tant que directrice à l'époque d'un bureau de consultation, puis ensuite au niveau de pratique de développement, que ça soit développement de leader en groupe et aussi individuel, un à un au niveau du coaching exécutif. Donc, chez DDI Canada, maintenant avec Mathieu, je suis chef de pratique en coaching pour la pratique de coaching exécutif. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous et avec Mathieu aujourd'hui. Donc, on va vous parler aujourd'hui de nos expériences et aussi des outils qui sont issus de la consultation, puis de la consultation qu'on a fait avec certaines des meilleures entreprises à travers le monde. On va aborder quelques éléments avec vous aujourd'hui. Premièrement, ce qui a changé. Donc, on va parler un peu de la manière dont les programmes d'accélération de développement de cadres émergents ont évolué pour préparer ces cadres-là aux nouvelles demandes que vous voyez sûrement dans vos entreprises, que le marché a changé dans les dernières années. Donc, comment on fait pour s'adapter à ce niveau-là. Puis aussi, à quoi ça ressemble. Donc, des pratiques innovantes, on espère en fait, qui sont innovantes pour vous. Puis, on veut vous entendre aussi. Donc, on va faire ça de façon très interactive aujourd'hui. On va vous donner l'opportunité de nous envoyer des questions et on va y répondre tout au long du webinaire. On a des moments, des pauses de prévues pour répondre à vos questions. Donc, voilà, en manière d'introduction, on a aussi avec nous Diana, qui est notre chef de marketing. On va être très transparent avec vous aujourd'hui. C'est la première fois qu'on travaille avec Zoom comme plateforme pour les webinaires. Alors, si jamais il y a des petits accrochages technologiques, soyez patients avec nous aujourd'hui. Donc, voilà. Mathieu, à ton tour. Oui, mais ça va très bien aller comme ça va déjà. Oui, exact. Tout est beau. En fait,
OK, parfait. Simplement comme introduction, pour ceux qui connaissent pas DDI, en fait, on est une firme globale là, dans je ne sais plus combien de pays, au moins une cinquantaine de pays présentement, et on est spécialisé dans le développement de leadership à travers tous les niveaux, là, de premier niveau de gestion, par cadre intermédiaire jusqu'à des rôles de niveau exécutif. Et on spécialise vraiment dans le support à la sélection pour des rôles de leadership, développement, accélération du potentiel. Puis on est au Canada, là, je pense que ça fait au moins une trentaine d'années qu'on est au Canada, puis on est en business depuis une cinquantaine d'années. Ça, c'est juste la petite intro de qui on est comme compagnie. Une des choses, en fait, peut-être que vous allez remarquer quand on va parler de pratiques, puis de comment qu'on pense que certains de nos clients ont amélioré leur approche, c'est tout ce qui touche de la mesure puis la crédibilité de se documenter au niveau behavioral, au niveau comportemental, puis d'être très solide dans le fait d'avoir une ligne conductrice entre la stratégie d'affaires des organisations et ensuite la stratégie de développement de leadership pour s'assurer de l'atteinte des objectifs d'affaires. Pour aujourd'hui, en fait, comme on se disait, puis comme l'invitation le laissait présager, on va parler vraiment de cadres émergents. Puis en fait, ça, c'est des exemples de façons que les gens vont avoir de décrire qu'est-ce que c'est un cadre émergent. Fait que des fois, ça peut être un poste de vice-président, plus un poste de vice-président associé, gestionnaire opérationnel, directeur général. Fait que c'est des gens qui sont dans des rôles de gestion où ils vont gérer des gestionnaires, ils vont peut-être avoir des P&L, ils vont avoir des rôles transverses en termes d'influence et de prise de décision, mais ils ne seront pas encore nécessairement sur le comité de direction avec des rôles de stratégie puis de gouverne d'entreprise plus large. Fait qu'on parle vraiment de ce niveau-là. Puis, dans ce qu'on va parler, ça va vraiment être en termes de comment on fait pour accélérer le développement de ces gens-là, puis quelles pratiques qui ont été mises en place à travers le monde là, pour favoriser le fait que ça se produise. Peut-être juste une petite mise en contexte. En fait, ça, c'est des données d'une étude, un petit peu trop vite, des données d'une étude assez récente là, sur jusqu'à quel point les gens qui sont dans des rôles de cadre intermédiaire vont dire qu'ils sont prêts à exécuter sur la stratégie d'entreprise par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Puis l'étude qu'on avait faite à ce moment-là montrait qu'il y avait seulement 10% des cadres intermédiaires qui disaient qu'ils étaient prêts à exécuter. Fait que ça, c'est juste pour mettre la table un peu. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est quelque chose que vous avez dans vos organisations, mais je dirais que c'est assez cohérent à travers les organisations avec lesquelles on travaille en termes de niveau de défi. Là, je vais laisser Annie prendre la balle pour faire un coup de roue davantage. Parfait. Alors, on va vous mettre un peu en contexte, puis sûrement vous allez reconnaître vos organisations dans ce portrait-là. Donc, en affaires, comme vous savez, la vie est courte, puis elle raccourcit davantage. Quand on regarde une étude de l'Université Yale, on voit que la durée de vie moyenne d'une organisation en 1955 était de 60 ans. Ça, c'est quand on parle du Standard & Poor's 500, donc aux États-Unis. Aujourd'hui, selon McKinsey, la durée de vie moyenne d'une organisation, c'est 18 ans. Donc, significativement plus court. Puis, selon Innosight, quand on regarde au cours des 10 prochaines années, la moitié du Standard & Poor's 500 n'existera pas. Donc, ce sont des données quand même qui sont vraiment surprenantes quand on y pense, mais d'un autre côté, non, pas vraiment. Donc, vous devez l'expérimenter dans vos entreprises aussi. Les entreprises changent à un rythme effréné. Donc, qui va être là demain? Point d'interrogation. Donc, de nouvelles forces commerciales ont vraiment changé significativement le rôle des cadres aujourd'hui. Comme on disait tout à l'heure, on va tenter d'être interactif avec vous aujourd'hui. Donc, on va vous poser quelques questions. Voici la première. Donc, on va partir, désolé pour les anglicismes, on va partir le polling. Donc, notre première question est la suivante. On va vous demander de répondre à votre écran. Les forces commerciales qui affectent le plus significativement les cadres au sein de mon organisation sont transformation digitale, perturbations majeures, nouvelles attentes, rapidité des changements ou toutes ces réponses, ou aucune de ces réponses. Donc, on va vous donner quelques secondes pour répondre. Quelques secondes encore. La parole est à vous.
On va attendre d'avoir au moins 50% des réponses. Et voilà, on va vous donner 3, 2, 1. Et voilà, on va terminer. Et on a toutes ces réponses, pas trop surprenant. Et voilà, on vous montre ça à l'écran. Donc, toutes ces réponses, pas trop surprenant, c'est ce qu'on voit également auprès de nos clients. Excellent. Alors, allons-y maintenant avec notre deuxième question. L'effet de ces forces commerciales sur les cadres au sein de mon organisation est. Donc, voilà notre deuxième question. On va repartir. Voilà. OK, deuxième question. Donc, effet nul, effet minimal, effet substantiel ou effet massif. Donc, on vous donne encore là quelques secondes pour répondre. Donc, Mathieu, on est content que ça marche, premièrement. Oui, c'est pas pire. Comme on dit, c'est notre première fois avec la plateforme Zoom, donc on est content de voir que la technologie fonctionne. Super. OK, on vous donne quelques autres secondes. Excellent. Donc, pas trop surprenant de voir. On a 72% des répondants. Je pense que c'est pas mal ça pour tout le monde. Donc, substantiel, rôle et attente changent significativement. OK. Donc, vous ne serez pas surpris de voir justement au niveau de notre présentation. On va vous parler davantage de qu'est-ce qui change exactement. Okay. Excellent. Et voilà. Good. OK. Donc, quand on regarde, la plupart d'entre vous avaient dit que oui, les rôles et attentes changent significativement et qu'il y a plusieurs changements en place. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plusieurs forces qui exercent un impact majeur sur le rôle des leaders aujourd'hui. D'abord, la transformation digitale. Donc, pour concurrencer, les leaders doivent faire des changements radicaux. Donc, bien qu'on parle de la transformation digitale depuis quelques années déjà, la plupart des organisations ont tardé à prendre le virage. Donc, on voit selon McKinsey ici, 90% des organisations tentent de faire une transformation digitale, mais seulement 15% ont une stratégie audacieuse pour le faire. Deuxièmement, on a des perturbations majeures. Donc, quand on y pense, plusieurs perturbations vont changer le paysage, puis ça demande des habiletés comme, par exemple, l'expérimentation rapide ou l'implication de sources et de points de vue qui sont non traditionnels. Quand on y pense, quand on regarde le changement au niveau du paysage, bien, on regarde des organisations comme Uber. Hein, quand on parle de perturbations, je pense que c'est une bonne organisation à garder en tête. Quand on y pense, la plus grande compagnie de taxi du monde ne possède même aucun taxi. Et on voit des changements même au niveau des hôtels. Quand on pense à des organisations comme Hotels.com ou Airbnb, donc les plus grands fournisseurs d'hébergement ne possèdent aucun hôtel. Et même chose au niveau des télécommunications. Puis encore plus quand on pense à Netflix, personnellement, j'ai même pas de câble chez nous, j'écoute juste Netflix. Donc, c'est vraiment des perturbations majeures. Puis quand vous y pensez, votre organisation se retrouve soit dans la position du géant qui est vulnérable aux perturbations ou soit dans la position du perturbateur. Et ça met une pression énorme sur les cadres et aucune organisation n'est à l'abri. Troisièmement, on a des nouvelles attentes dans le paysage. Donc, plusieurs changements qui sont rapides et qui font en sorte que la main-d'œuvre demande une adaptation, demande plus de transparence, plus de communication, une communication plus ouverte, moins de hiérarchie, hein, quand on compare à il y a 15 ans ou 20 ans, très, très différent, ou même il y a 10 ans comme paysage, plus d'autonomie, plus de flexibilité. Hein. Les employés demandent plus de rapidité. Quand vous pensez à la rapidité à laquelle vous devez répondre et que les cadres doivent répondre hein, aux demandes, plus de collectivité, plus de travail d'équipe, plus de collaboration, plus de connexion également entre les gens. Et enfin, c'est la rapidité de tous ces changements-là qui se fait vraiment à un rythme effréné aujourd'hui. Puis quand on regarde, ça compresse vraiment les cadres de plus en plus. Et maintenant, on regarde que les cadres et les cadres émergents, les cadres en place doivent autant performer que transformer simultanément et en continu. Et ça entraîne des changements de mentalité, des changements de mentalité qui se produisent et au niveau individuel et au niveau collectif et de manière très rapide. Et ça veut dire qu'il faut traduire rapidement les stratégies en action.
Ce qui fait qu'on doit développer les cadres de plus en plus rapidement pour qu'ils puissent s'adapter à ce milieu changement-là. Et enfin, ce qu'on se rend compte dans la recherche, c'est que les leaders peinent à relever le défi. Au moins, la moitié des transitions exécutives échouent. Donc ça, c'est significatif quand on pense à l'investissement en temps, en argent qui est mis pour ces transitions-là et l'impact d'un échec. Le bassin de leaders prêts à prendre la relève s'est réduit de 28 %, donc du tiers, au cours des 7 dernières années. Donc ça, c'est selon le Global Leadership Forecast et les autres données qui sont là également, qui est une recherche qu'on sort à tous les 3 ans chez DDI auprès de 25 000 leaders autour du monde. Donc, on voit les chiffres ici qui parlent, qui sont très éloquents. Ce qu'on se voit, c'est que les changements sont majeurs au sein des organisations. Les leaders et les cadres émergents ont de la difficulté à s'adapter et peinent à relever ce défi-là. Question numéro 3. Au sein de votre organisation, comment les cadres font-ils face à ces nouvelles forces commerciales? Alors, on va partir notre 3e question ici. Est-ce qu'ils s'adaptent très bien, plutôt mal ou très mal? On va vous donner quelques secondes pour répondre. Donc, plusieurs changements. On voit à quel point ça compresse les cadres. Comment font-ils face à ces changements-là au sein de vos organisations? On vous donne quelques secondes de plus pour répondre. Et voilà, voyons les réponses. Donc, 50-50, plutôt bien, plutôt mal. OK, moitié-moitié. Donc, la plupart s'en sortent, mais quelques-uns ont de la difficulté. Et l'autre moitié d'entre vous, quelques-uns s'en sortent, mais la plupart ont des difficultés. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même certaines difficultés. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. OK. Dans le fond, il n'y a pas nécessairement le feu dans la grange, mais il y a le feu quelque part autour, puis c'est important de faire quelque chose pour aider à bâtir un bassin et accélérer le développement de ce bassin-là pour être capable de faire face aux défis, mais aussi d'avoir suffisamment de gens pour être capable de faire face aux défis dans les années à venir. Fait que, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tomber plus dans justement des exemples de pratiques qui sont mises en place présentement pour accélérer le développement de cadres émergents pour être en mesure d'avoir suffisamment de monde qui sont dans le haut de l'échelle en termes de capacité à faire face à ce type de défis-là, qui sont juste en accélérant, comme Annie vient juste de parler. En fait, ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on en parle, puis il y a beaucoup de monde qui en parle encore. Je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus parce qu'il y a beaucoup de professionnels de notre domaine présentement sur la ligne, mais ce que je me rends compte, c'est que c'est encore quelque chose qui accroche souvent les organisations. Fait que je veux juste mettre la table sur qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'accélération de développement puis quand on parle de gestion de relève. Fait que, il y a un concept de base ici qui est de différencier la performance du potentiel. Puis là, on traduisait nos diapos, puis readiness, on n'a pas trouvé une bonne traduction. Fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le Q&A qui a un bon exemple de meilleure traduction pour readiness, mais au bout de la ligne, ces 3 termes-là, ce qu'on veut dire performance, c'est la performance dans le rôle. C'est la personne, c'est quoi son niveau de capacité, puis c'est quoi le niveau de l'habilité à faire la job, puis à répondre aux attentes de son rôle, puis à supporter l'organisation dans l'atteinte des objectifs actuels. Le potentiel, c'est qu'on parle vraiment des chances d'accélération, des chances de développement, puis de jusqu'à quel point que l'individu ou les groupes d'individus sont en mesure de pouvoir recevoir, digérer le développement, puis d'être capable de convertir ce développement-là, puis les investissements qui sont faits en performance accrue et en augmentation du niveau de readiness là, ou d'être prêt pour prendre les rôles éventuellement. Puis la question de readiness, c'est vraiment plus une question qui se présente lorsque vient le temps de prendre des décisions de promotion ou vient le temps de prendre des décisions, bon, évidemment, d'embauche quand on va à l'externe, on va parler plus de développement interne, mais c'est plus comme une résultante, puis ça vient un peu plus où on fait, excusez-moi l'anglicisme, j'oublie mon mot en français, mais le pressure testing, c'est dire est-ce que la personne ou le groupe de personnes qu'on a besoin pour prendre le niveau de rôle accru, donc un niveau de cadre ou de cadre émergent, est-ce qu'ils sont capables de le faire maintenant, puis est-ce qu'on est capable de prendre le risque d'aller de l'avant avec ces gens-là dans la décision de promotion qu'on a à prendre ensemble. En fait, une autre des choses que je voulais mettre sur la table en termes de positionnement, c'est que
la très grande majorité des gens présentement avec nous sont des spécialistes de gestion de la relève dans différentes organisations. Ce qu'on voit beaucoup, puis ça, c'est encore des pratiques qu'on voit présentement, là, par ailleurs, c'est d'organiser la gestion de la relève plus en termes vraiment de planification, puis que ça devient un exercice de dire, selon notre planification de main-d'œuvre, selon le niveau de retraite qui s'en viennent, selon les besoins d'expansion de l'organisation dans les prochaines années, puis souvent demandé par le board là, pour les postes de niveau plus élevé dans l'organisation, puis les rôles stratégiques, c'est d'avoir un plan. C'est d'avoir un plan de contingence, puis d'avoir la clarté sur c'est qui peut prendre ces rôles-là dans les prochaines années. Ce qu'on voit beaucoup par ailleurs, quand que les organisations investissent la majorité de leur énergie là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis sur le fait de définir, OK, de un, c'est quoi les rôles, après ça, c'est qui les successeurs, puis c'est qui serait prêt 1 an, 2 ans, 3 ans, puis là, il y a toutes les données sur, OK, prêt dans 2 ans, mais au bout de la ligne, prêt dans 2 ans, ça veut plus ou moins rien dire, là, soyons francs entre nous. Et aussi, ce qui ne fonctionne pas avec cette approche-là, c'est qu'au bout de la ligne, on se ramasse tout le temps avec quelques personnes qui sont sur le plan de succession d'un nombre X d'exécutifs, puis qu'il y a comme une espèce de overlap en termes de qui est vu comme étant successeur de tel rôle. Puis la réalité, là, quand on vient qu'à avancer dans la ligne de temps, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à faire de la planification. C'est un bel exercice, c'est beau, on fait des belles présentations. Et on a tout bien défini ça. Mais lorsque la roue tourne, puis qu'on arrive à l'étape d'avoir à choisir des gens pour les rôles, c'est que si on n'a pas fait une bonne job de développement pour ces gens-là, c'est qu'on se retrouve à engager de l'externe de toute façon, on engage des chasseurs de tête. Et tout ça devient un exercice futile, beau pour la présentation, mais futile et coûteux. Et au bout de la ligne, on nourrit des chasseurs de tête. Désolé pour les chasseurs de tête, je ne pense pas qu'il y en a, là, mais c'est juste qu'au bout de la ligne, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup, ça ne donne pas de résultats au bout de la ligne et ça devient frustrant pour tout le monde. Et au bout de la ligne, on ne promeut pas ces personnes-là. Fait que ce qu'on va vous parler dans les prochaines minutes, c'est quoi faire avec des gens qu'on a identifiés comme ayant du potentiel pour s'assurer que ça se passe pas. Alors là, on va parler de bassin d'accélération. On ne parlera pas juste de ça, évidemment, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que c'est un sujet pour plusieurs organisations. Mais c'est juste de définir qu'est-ce qu'on entend par bassin d'accélération. Ce qu'on entend par ça, c'est le fait de définir des capacités critiques pour l'organisation. Les organisations qui font bien ça, ils vont définir soit une famille de postes, ils vont définir un type de capacité, exemple, je vais avoir un exemple tantôt, en fait, de rôle de directeur général dans une multinationale, qui a un type de capacité qui sont essentielles au succès de l'organisation, mais pour lequel on n'a pas un pipeline de candidats internes qui est assez élevé pour les besoins de l'organisation, ou encore qu'on a des retraites éventuelles, ou encore qu'on a des objectifs de croissance et des objectifs stratégiques qui font en sorte qu'on a besoin de plus de monde qui ont un certain groupe, qui ont besoin d'un certain groupe de capacités. C'est vraiment de prendre un pas de recul et se dire, c'est quoi ce groupe de capacités-là? C'est quoi ce groupe de compétences ou d'habiletés? Franchement, je le laisserai à ça, qu'on va avoir de besoin comme organisation, puis que c'est assez généralisable pour se dire, développons un bassin d'individus qui pourraient prendre un nombre de rôles, mais que l'analyse n'est pas faite en fonction d'un poste unique. L'analyse est faite en fonction d'un besoin d'affaires qui est aligné avec la stratégie d'affaires. Mais ça, c'est souvent, ça sonne simple, mais je le vois tellement comme étant la pierre angulaire qui est souvent pas mise de l'avant quand que, des organisations qui ont des bonnes marques, je dirais, mais qui vont l'aborder de manière très transactionnelle. Fait que ça, c'est l'étape numéro 1. Et où je voulais en venir avec ça, c'est de dire de prendre le temps de se faire une stratégie. Là, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est plus dans le niveau de mid-level leader à senior leader. Excusez-moi, nous, on n'a pas traduit ce visuel-là. Mais c'est juste de dire, de penser en termes de c'est quoi le coût organisationnel de ne pas faire ça? Et c'est quoi le coût d'opportunité qu'on passe par rapport auquel on passe à côté de ne pas investir dans ce groupe d'individus-là ou pour développer ce niveau de compétences-là pour ce type de rôle-là. L'exemple que je voulais mentionner, c'était par rapport à une organisation, c'est une multinationale basée aux États-Unis, mais qui ont des opérations dans tous les pays, dont le Canada.
Et juste pour vous donner une idée de la taille et de l'impératif pour eux, ils ont des présidents de division qui sont des directeurs généraux, en fait. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait l'analyse de où ils en sont par rapport à leur stratégie d'affaires et où ils en sont par rapport à la quantité de monde qui peuvent prendre des rôles de directeurs généraux. Et eux, en fait, ils ont une vingtaine de présidents qui chacun ont à peu près 2000 à 4000 individus sous leur responsabilité. Fait que c'est pour l'échelle, je dirais, du Canada et du Québec, c'est des tailles moyennes d'organisation. Mais comme organisation, ils font beaucoup de fusions, acquisitions. Et ce qu'il y avait besoin, c'est de développer des directeurs généraux qui sont capables de gérer ces intégrations-là, qui sont capables de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de gérer un PNL, puis qu'est-ce que ça veut dire d'accélérer le développement des compétences puis du développement du talent comme exécutif dans une organisation qui est en forte croissance et qui gère des intégrations comme ça. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont monté un bassin d'accélération pour des postes de président, rôle de directeur général, fait que des gens qui ont un rôle transverse, pas transverse, mais je veux dire qui ont un rôle général avec un PNL, avec plusieurs individus qui rapportent sur eux. Mais les candidats qui ont participé à ça, c'est des gens qui étaient soit directeurs d'opération dans une des divisions, VP ingénierie, c'est des gens qui n'avaient pas nécessairement l'expérience. Puis tout le bassin d'accélération était basé sur le fait de benchmarker ces gens-là par rapport à qu'est-ce que ça prend pour faire la job, puis après ça, de les supporter dans le développement de leurs compétences en fonction de cette target-là. Fait que c'était très contextualisé et pour eux, ça les a permis de continuer à accélérer leur croissance puis en fait, réduire à zéro le pourcentage de recrutement externe qu'ils ont à faire pour ces rôles stratégiques-là. Fait que dans les exemples qu'on va vous donner bientôt, ça va ressembler un peu à ce qu'ils ont fait puis on va rentrer dans plus de détails. Par rapport au business case, puis par rapport à la priorisation de compétences à développer, on voulait vous montrer un autre point de données ici qui est issu d'une méta-analyse de quoi à peu près, je pense que c'était 15 000 exécutifs qui ont été évalués. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des corrélations entre le profil de compétences de ces exécutifs-là et les organisations où ils travaillent. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé pour voir, y a-t-il des compétences qui sont davantage développées pour les organisations qui rencontrent le plus de croissance soutenue de leurs revenus. En fait, ça, c'est un point de données qu'on trouvait intéressant à vous présenter. Là, ce que je ne suis pas en train de dire, parce qu'on est tous les deux des psychologues, là, on n'est pas en train de dire que les compétences émotionnelles, l'influence, les habiletés, plus d'intelligence émotionnelle ne sont pas importantes. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. On ne serait plus en business, je pense. Mais c'est juste que quand vous pensez à votre processus de benchmarking, d'évaluation, pour trianguler les compétences qui peuvent peut-être vous manquer, c'est de vous assurer d'avoir des compétences comme l'entrepreneurship, les habiletés plus en termes de sens des affaires, l'habileté à exécuter la stratégie, la capacité à intégrer des informations diverses pour prendre des bonnes décisions dans des rôles plus seniors d'exécutifs émergents. Puis aussi la gestion de changement, aller chercher le buy-in des gens, parce que ça, c'est les compétences qui étaient le plus hautement corrélées avec le fait d'être un cadre dans une organisation qui vivait une forte croissance et une forte performance financière. Fait qu'en fait, dans les clients avec qui on travaille, ça, c'est clairement, généralement, dans le profil de compétences. Puis on voulait le mettre sur votre radar. Une autre des choses que je voulais mettre sur votre radar, c'était les approches modernes de développement de cadres. C'est que ces gens-là, c'est des gens sophistiqués. C'est des gens qui ont accès à la technologie dans les façons qu'on travaille. On a de plus en plus des plateformes électroniques pour avoir accès à l'information, prendre des décisions, interagir. Les organisations qui ont des programmes plus modernes, comme là, ça, c'en est un exemple de processus pour un client qui ont un programme justement de cadre émergent, encore une grande entreprise. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un processus d'évaluation pour lequel la façon que les participants reçoivent leur profil, leur rapport d'évaluation, en fait, ce n'est pas juste un PDF qu'ils reçoivent par courriel. Ce n'est pas juste voici ton document, réfléchis-y, tu vas parler à ton coach après.
c'est vraiment une approche où ce qu'ils vont faire, c'est avoir accès à une plateforme en ligne où ils vont pouvoir, entre guillemets, là, jouer avec leurs données. C'est qu'ils peuvent interagir, ils peuvent creuser, ils peuvent réfléchir. Puis le coach, dans ce programme-là, ce qu'il fait, c'est qu'il aide les gens à réfléchir à leurs données, mais de façon très interactive avec la technologie. Puis le but dans tout ça, c'est vraiment de les impliquer, puis que ce ne soit pas juste le processus. En fait, puis Annie et moi, quand on commençait dans notre carrière, c'était beaucoup ça, c'est qu'on fait une évaluation, on a un rapport, on fait le feedback, puis après ça, on dit, bon, ben vas-y, parle avec ton HRBP, fais un plan de développement, mais que la réalité, c'est que c'est ça, bonne chance, exact. Puis combien de fois que la balle est tombée après ça, malgré toutes les bonnes intentions, malgré tout le niveau de « Ah, oh oui, wow, c'est super, j'y avais pas pensé », mais il n'y avait pas de plan de développement. Fait que pour ce client-là, puis on essaie de le faire avec la plupart de nos clients, mais c'est dans la mesure où ils veulent embarquer dans ça, c'est de s'assurer qu'après la rencontre de feedback, il y ait déjà un plan de développement. C'est qu'on perd pas le temps ou on ne prend pas le risque qu'il n'y ait pas de plan de développement. Puis c'est le niveau d'implication puis de buy-in qu'on va chercher, que le client va chercher. Puis le résultat de ça au bout de la ligne, c'est que les gens sortent de la rencontre, ils ont un plan de développement, ils ont leur prochaine étape. Le plan de développement, il n'est pas à 100% prêt, mais il est à 50, 60, 70% prêt. Puis là, ben, ils peuvent le bonifier, soit avec le coaching individualisé ou avec leur gestionnaire. Je rajouterais même au minimum de juste bien définir les objectifs de développement. Si on peut faire un travail à ce niveau-là et les aider à bien définir qu'est-ce qu'ils veulent améliorer et de quelle façon, de façon minimale, high level, c'est déjà ça de fait. Oui. Puis juste pour en venir au fait d'avoir un outil où ils peuvent le faire avec le coach, où ils peuvent travailler dedans. En fait, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on évite le risque qu'il soit, dans le fond, soit les bras croisés en train d'écouter ou qu'il y ait des belles paroles, mais qu'il n'y a pas d'action. Parce que quand on pense à la gouvernance d'un programme, les places où la balle tombe, c'est s'il n'y a pas de plan d'action tout de suite, soit en même temps ou tout de suite après le feedback, puis qu'il n'y a pas un momentum, il n'y a pas de tension de processus, vos chances que la balle tombe sont, je ne sais pas le pourcentage là-dessus, mais j'aurais tendance à dire 80%. Puis là, tantôt Annie va parler d'autres places où la balle peut tomber, mais ça, c'est juste garder en tête que le fait de les impliquer puis que ce soit interactif, c'est la clé numéro 1 par rapport à ça. En fait, la clé numéro 2, puis ça rentre dans l'ensemble d'une approche qui est intelligente et qui est cohérente avec la stratégie d'affaires, c'est que quand que vous faites le design de votre programme d'accélération, de développement, c'est vous assurer d'avoir un lien direct avec la stratégie d'affaires. D'avoir un lien direct en termes de c'est quoi les capacités qu'on va avoir de besoin comme organisation auprès de nos camps émergents pour être capable d'exécuter sur la stratégie d'affaires. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des organisations qui vont aller tout de suite avec OK, on a une stratégie d'affaires, mais on a aussi un profil de compétences qu'on a depuis comme 10 ans. Puis, c'est comme deux choses qui travaillent comme en parallèle, mais les programmes qui ont de l'impact et les programmes où vous allez avoir la place à la table exécutive que vous voulez avoir puis que vous allez continuer à pousser, c'est des programmes où vous allez prendre le temps et faire l'étape de vous assurer que ce que vous allez mesurer puis ce que vous allez développer, il y a un pont direct avec la stratégie, avec les challenges que vous allez avoir à relever. Puis en fait, ça ici, c'est juste un visuel de points de données qui a été présenté. Là, les noms n'ont pas rapport, on a juste changé les noms, mais qui a été présenté à un comité exécutif sur les gens qui étaient vus pour, là c'est peut-être un niveau un petit peu plus senior, là, mais qui avaient été vus pour être capables d'exécuter sur la stratégie et à quel endroit est-ce qu'on a on a moins de risques en termes de capacité, puis à quel endroit qu'on a plus de risques, puis qu'est-ce que ça veut dire en termes de notabilité comme organisation à avoir un pipeline pour des niveaux exécutifs. Et quand on parle de pertinence, puis qu'on parle de gouvernance, puis quand je disais que la deuxième clé, c'était d'assurer un pont, c'est juste que en amont de votre programme, le fait de prendre le temps de faire le pont, c'est comme la première partie de l'équation. La deuxième partie de l'équation, c'est lorsque
vous voulez fermer la boucle avec votre comité de direction ou votre comité de revue de talent, les gens qui sont dans un rôle de gouvernance par rapport à votre programme, que ça peut être vous directement avec vos collègues aussi, évidemment, mais c'est d'être capable de parler du fait que vous avez développé les gens et d'être capable d'arriver avec des données qui sont probantes puis qui parlent la même histoire. Il y a de la gestion de changement, il y a du storytelling qui se fait à travers ça, puis d'être capable d'aider à justifier les investissements de la ligne que vous faites dans le développement. Fait que c'est un peu ma boîte à savon par rapport à la pertinence à ce niveau-là. Puis c'est vraiment de vous assurer de boucler la boucle. Un autre point de données, ça c'est un autre programme de développement de cadres émergents qu'on a, ça c'est avec un client aux États-Unis, mais encore là qu'il y a de la présence au Canada, c'est d'être capable de benchmarker, en fait encore là, j'oublie le nom en français pour benchmarker, on a essayé de le traduire, mais c'est on manque un peu de pertinence là-dessus, mais c'est vraiment du benchmarking. Je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. C'est de dire, bon, ben nous, comme organisation, puis dans ce cas-là, l'exemple qu'on a, c'est on a des gens qui sont... Où est-ce qu'on a des gens qui sont plus forts que le reste du monde? T'sais? Où est-ce qu'on a des gens qui sont plus forts que d'autres organisations dans notre industrie, soit dans notre pays ou à l'extérieur du monde? La plupart des organisations maintenant ils ont une portée internationale ou pan-canadienne. Et de voir c'est quoi notre force? Est-ce que tout le monde est bon, disons, comme dans ce cas-ci, en habilité à établir la stratégie? Bon, on est comme correct, mais on est comme la plupart du monde. Ou encore, est-ce qu'on est super fort en habileté d'influence? Est-ce qu'on est super fort en innovation? Puis là, ça devient une force qui nous différencie et qui pourrait aider à influencer la façon qu'on va prioriser certaines stratégies parce qu'on a la main-d'œuvre pour le faire. Ou encore, dans ce cas-ci, si on regarde le bas du tableau, on a une organisation par rapport au groupe de gens qui ont été évalués où on est faible sur la capacité à prendre en compte les attentes et les besoins de nos clients et à faire des ajustements structurels pour devenir plus orienté client. Parce que ça, c'est une faiblesse majeure quand on se compare aux autres organisations, ou encore dans l'habilité à développer une stratégie de développement. Comme moi, comme exécutif, là, j'ai mon PNL ou je suis un VP régional quelque part. Est-ce que je pense au développement des gens? Est-ce que je pense à mon rôle par rapport à comment bâtir le prochain niveau de gestionnaire en dessous de moi, puis de coacher mes gestionnaires pour qu'ils deviennent des coachs également? Annie La réponse, c'est oui. OK, bon, parfait. Mais l'exemple ici, c'est que si c'est vous, cette organisation-là, si ça, c'est votre compagnie, bien, là, vous avez un point de données pour dire, bien là, c'est majeur. On pense qu'on est bon, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas bon. Puis la réalité, c'est que notre bassin de population, il y a une faiblesse par rapport à ça. Ça devient un point critique sur notre stratégie pour être capable d'avoir une organisation qui est pérenne, puis de bâtir le niveau de calibre qu'on a besoin. Ça l'aide à prioriser. En passant, Virginie, salut, ça me fait plaisir. Et c'est études comparatives, merci pour benchmarking. Super. Oui. Merci, Virginie. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va prendre une petite pause dans quelques minutes pour vous laisser la parole. Super. Merci, Annie. Et en fait, où je voulais en venir aussi avec ça, c'est un sujet de discussion avec plein de monde, puis plusieurs d'entre vous aussi. Puis je sais que c'est tendu parce que des fois, il y a des gens qui ont des opinions par rapport à ça. Mais on veut juste faire un point sur la transparence. Puis transparence, ça peut s'appliquer au fait de dire aux gens qui sont vus comme des gens avec peut-être plus de potentiel, qu'on les appelle au potentiel, qu'on les appelle cadres émergents, qu'on les appelle gens dans un programme de développement ou qu'on dise on n'a pas de programme, mais vous allez avoir un peu plus de développement privilégié. Il y a plein de points de vue par rapport à ça. Notre point de vue là-dessus, puis notre expérience, c'est que ça vaut la peine d'avoir un bon niveau de transparence avec les gens. Ces gens-là, c'est des gens qui gèrent une bonne partie de votre organisation. Ces gens-là, c'est des gens sophistiqués. Si vous leur faites assez confiance pour avoir accès à vos données financières, pour avoir accès à votre stratégie d'entreprise, pour avoir accès à des PNL de l'organisation, mais pourquoi pas leur faire confiance sur le fait que vous voyez qu'ils ont du potentiel puis que vous voulez les supporter dans leur développement? Souvent, ce qu'on va dire, c'est avec nos clients, quand on parle de gouvernance là-dessus, c'est si vous ne leur dites pas, si vous faites des choses un peu comme en cachette, ce qui va se passer, c'est que ces gens-là sont sur le radar. De nos jours, tout le monde est sur LinkedIn, tout le monde se connaît, les recruteurs, ils seront appelés à chaque semaine s'ils sont super forts.
Fait que si vous ne supportez pas leur développement de façon transparente, puis aussi de façon transparente sur qu'est-ce qu'ils ont à développer, c'est d'être honnête aussi en même temps. C'est de leur dire, s'il y a quelque chose qui sont dans un programme de développement, c'est à cause qu'ils ne sont pas prêts encore. Là. Puis s'ils ne sont pas prêts encore, c'est à cause qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'ils développent. Puis c'est d'être honnête avec ces gens-là parce que ce que vous allez vouloir, outre le fait de les retenir, outre le fait de les engager, outre le fait de leur permettre d'avoir une plateforme pour se développer, c'est qu'après ça, ces gens-là traitent leurs gens avec le même niveau de respect. Parce que ces gens-là, ils gèrent des gestionnaires qui gèrent soit d'autres niveaux de gestionnaires ou qui gèrent des professionnels de l'organisation. Fait que c'est quoi la culture que vous allez générer par vos propres comportements en termes d'implication puis de transparence? Et nous, ce qu'on prêche avec nos clients beaucoup en termes de gouvernance, c'est d'avoir le bon niveau de transparence, mais d'avoir un niveau de transparence puis de traiter ces gens-là avec le respect que vous voulez, qui viennent qu'à faire partie de votre culture et qui va aider à générer une culture de développement qui va faire en sorte que les gens qui ont le plus de potentiel, qui ont le plus de talent, vont vouloir venir chez vous. Fait que c'est comme une roue qui tourne. C'est un peu la vieille métaphore de good to great. C'est de pousser dans ce sens-là. Ça, j'en démordrai pas. Oui, puis en fait, c'est ce qu'on voit aussi, on en parlait dans les forces qui viennent perturber le marché aujourd'hui, c'est que la pression vient du bas de toute façon. Les gens demandent de plus en plus d'ouverture, de transparence, d'authenticité. Donc, la pression se fait à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Là-dessus. Oui, on va prendre peut-être un moment, voir si vous avez des questions à nous poser. On a Diana qui nous dit non, pas pour le moment. OK. Donc, n'hésitez pas, on va continuer, mais si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il y a un point de discussion, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On veut faire ça interactif aussi si vous avez des points dont vous voulez discuter. Ou si en même temps, si vous voulez, nous challenger, dire nous, on n'est pas d'accord. Ça n'a pas d'allure ce que vous dites. Oui, c'est ça. Allez-y, ça va être super d'avoir un débat sur quelque chose. Tout à fait. Bon, fait on veut parler un peu maintenant du développement en tant que tel. Mathieu parlait un peu du momentum tout à l'heure. Un des cadres émergents que je coach vient d'être promu, puis je lui demandais comment tu te sens par rapport à ta promotion. Il me dit, Annie, écoute, 50%, à peu près la moitié euphorique, puis la moitié terrorisée. Puis ça fait du sens, hein, quand vous pensez, certains d'entre vous dans la salle ont peut-être été promus dans votre carrière 1 ou 2 ou 3 fois. Et cette accélération-là, ou cette promotion-là amène, je dirais, des émotions qui sont évidemment positives, mais qui peuvent être aussi négatives, que ce soit de l'anxiété, etc. Et quand on regarde sa réponse à mon client, c'est en ligne avec ce qu'on entend quand on demande à nos clients autour du monde, comment vous vous sentez quand vous apprenez à vitesse grand V. Je sais, quand moi j'ai été promue début trentaine comme directrice d'un bureau de consultation, j'avais sincèrement aucune idée de ce que je faisais. On ne m'avait jamais appris à être un leader, j'avais appris à être un psychologue. Puis là, maintenant, j'ai été propulsée avec un PNL, un peu comme Mathieu disait tout à l'heure. Et j'ai appris rapidement, ça a été la plus grande transformation de ma carrière, le plus grand apprentissage, la plus grande réussite aussi. J'ai appris rapidement, puis sincèrement, je me sentais effectivement la moitié du temps euphorique, puis la moitié du temps terrorisée, je l'admets. Puis quand on regarde le développement des leaders, quand on regarde le développement des cadres exécutifs, malheureusement, l'enjeu, c'est que la rapidité de leur développement ne se fait pas au même rythme que la rapidité des perturbations au sein des organisations. Et ce qu'on voit également, c'est que pour accélérer le développement, il doit avoir cette énergie-là, il doit avoir cette tension-là. Mais comment on fait pour canaliser cette énergie-là afin d'accélérer le développement? Je vais vous parler un peu rapidement de mon expérience cette année. J'ai décidé de commencer à m'entraîner au gym. Puis ça faisait une quinzaine d'années que je ne m'étais pas entraînée au gym. Je faisais d'autres choses, mais le gym, ça faisait longtemps. Donc, ce que je me suis dit, c'est je vais me prendre un entraîneur privé, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. J'avais peur de ne pas être motivée puis de ne pas y aller. Puis 2, j'avais peur de me blesser. Donc, il a évalué ma condition physique, il m'a fait un plan, puis je me suis présentée au gym 2 fois par semaine. J'ai pas manqué une fois parce que, 1, je voyais des progrès, puis des progrès rapides, puis 2, j'avais quelqu'un qui comptait sur moi. 3, c'est assez cher aussi. Je me dis, j'ai investi, je vais continuer à y aller. Et, premièrement, j'ai vu des progrès en 6 mois, beaucoup plus que j'aurais vu en 1 an au gym toute seule. Deuxièmement, je me suis pas blessée. Puis aussi, j'avais quelqu'un à mes côtés qui me poussait plus loin que je pensais que j'étais capable. Des fois, il me disait, oui, Annie, tu es capable de lever ce poids-là. Puis je disais, je sais pas, mais il avait raison.
parce que c'est un expert, parce que lui, ça fait 15 ans à peu près qu'il entraîne des gens. En fait, la morale de l'histoire, c'est que pour accélérer son développement, ça prend quelqu'un à ses côtés. Hein? Donc, on peut avoir les meilleurs programmes RH du monde, mais ce qui développe les leaders, ce qui développe les cadres émergents, ce n'est pas un programme, c'est quelqu'un à ses côtés. C'est un coach, que ce soit un coach interne, un coach externe, un mentor, leur leader eux-mêmes. Ça prend un système de soutien. Ça prend un processus aussi, évidemment, mais c'est pas juste ça, ça prend un village. Donc, quand on veut se développer, de façon accélérée, quand on veut voir des progrès rapidement, ça prend un système de soutien. Quand on regarde les différenciateurs chez les cadres émergents au niveau du coaching, ce qu'on voit, c'est qu'être un coach de coach, c'est différent que d'être un coach de contributeur individuel. Un exemple de ça, un de nos clients, qui est une entreprise nationale, ils ont fait un programme avec nous de développement de leur leader, leur cadre émergent. Et un de ces modules-là du programme de développement, c'est le module de coaching, justement. Puis, pendant qu'on faisait, j'étais une des facilitatrices de ce programme-là, puis quand ils ont fait le module de coaching, ils se sont rendus compte, à quel point c'était important. Tu sais, ça a l'air niaiseux parce que je suis sûre que tout le monde ici, vous êtes tous convaincus de l'importance du coaching. Mais comme boss, comme leader, comme cadre émergent, ils ont tellement de responsabilités, on le voyait au début, hein, donc tellement de pression. Ils ont pris ce recul-là dans cette demi-journée-là avec nous pour se rendre compte, wow, je réalise à quel point c'est important, puis deux, je réalise à quel point je ne prenais pas le temps de le faire au-delà du fameux coaching d'expertise devient je vais te donner une couple de trucs, là, tu sais. Donc, ils se sont rendus compte de ça. Puis, ils se sont rendus compte aussi de l'importance de leur rôle parce que, comme cadre émergent, on doit coacher autant nos pairs que des dirigeants parfois, des clients, des fournisseurs. On doit coacher son équipe. Donc, c'est vraiment un coaching qui est multidirectionnel, donc de plus en plus complexe de coacher à différents niveaux. On voit que l'impact est plus grand aussi, hein, parce qu'on coach plus de gens, on coach sur des décisions qui sont plus importantes, qui ont plus d'impact au sein de l'organisation. Puis on a beaucoup plus d'opportunités de coaching. Puis pour aider les cadres émergents à devenir des meilleurs coachs, en fait, c'est de les aider à être en mesure de développer une culture de coaching. Donc, c'est de les aider, eux, à être des meilleurs coachs, mais ensuite, de leur permettre de développer cette culture-là. Et on va parler dans quelques minutes de qu'est-ce qu'une culture de coaching exactement, qu'est-ce que ça veut dire. Mais dans le fond, l'objectif, c'est d'élever le niveau de tout le monde. Ouais. Puis, Annie, en fait, parce qu'on fait beaucoup de feedback puis de programmes d'évaluation et de développement par rapport à ça. Souvent, ce qu'on voit, là, juste mettre l'emphase là-dessus, c'est que les gens qui sont de ce niveau-là, ils ont déjà de l'expérience de gestion. Ils en ont fait du coaching. C'est des gestionnaires qui ont une couple d'années quand même pour faire leur temps. C'est juste que quand tu rentres à l'étape de devenir un cadre ou un cadre émergent, c'est que là, comme Annie disait, ta job, c'est de développer des leaders, c'est d'assurer l'exécution de la stratégie à travers les gens, mais tu ne touches pas tout le monde directement. Non. Et c'est de les aider dans vos programmes, de vous assurer que les supporter dans le fait de faire un déclic, de dire ta job, c'est plus de coacher à comment régler les problèmes, c'est de comment coacher pour que les gens apprennent à aider d'autres à régler leurs problèmes. Là. Fait que c'est ce mindset-là qu'on voit souvent comme étant pas là. Ouais. Et souvent, les organisations techniques, là, que ce soit en finance ou en domaine minier ou ingénierie, manufacturier, énergie, c'est que les gens sont fiers de leurs compétences techniques, mais là, c'est comme un autre niveau d'influence et de développement qu'il faut être fait. Mais ça, c'est pas naturel pour les gens. Quand on n'apprend pas ça à l'école, puis dépendamment des modèles qu'ils vont avoir eu dans leur carrière, ils n'auront pas eu ces modèles-là naturellement. Fait que c'est là que c'est important dans vos programmes d'avoir un élément pour accélérer ce déclic-là puis donner des bons modèles. Oui, puis souvent, ce qui arrive aussi, ce qu'on se rend compte, c'est pour ceux qui réalisent l'importance, pour ceux qui réalisent aussi le shift de maintenant leur rôle, c'est quoi d'être un coach de coach, ils ne savent souvent pas non plus comment. Donc, comment habiliter les leaders à être des meilleurs leaders.
Si jamais vous avez de l'intérêt, on vient justement de sortir un livre qui s'appelle Better Leader Handbook. Puis, en fait, c'est un coffre d'outils qui recommande des meilleures pratiques de développement par compétence. Donc, on s'est rendu compte qu'en offrant ce livre-là à nos cadres exécutifs, ça leur permet d'avoir le comment autour du quoi. Oui, c'est ça. Donc, on voit quelques scénarios communs de coaching. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais on voit à gauche l'accélération des hauts potentiels. Donc, c'est des scénarios, souvent, nous, on nous demande, comme coach externe, d'aider des leaders qui viennent d'être promus, cadres émergents, de faire cette transition-là, ou bien qui vont être éventuellement, suite à des évaluations qui ont été identifiées comme au potentiel, pour les aider à accélérer leur développement. Ça peut être évidemment de la redirection s'il y a des enjeux, puis aussi à des moments charnières ou à des moments de transition clés. Ça peut être des moments où on nous demande de coacher les exécutifs. Je vous présente rapidement notre modèle. Il est en anglais, on n'a pas eu le temps de le traduire, mais grosso modo, ce que ça vous dit, c'est qu'au début, on a la phase commit, qui est finalement la phase d'investissement, qui est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à mon entraîneur privé, c'est un peu la même chose. Donc, on fixe des objectifs, on se fait un plan d'entraînement, on se commet, donc 2 fois par semaine, 1 fois ou 2 semaines, évidemment, dans ce cas-ci. C'est quoi notre durée, etc. Et comment on va mesurer, finalement, à la fin, le progrès. À la phase advance, on progresse selon le plan. Ensuite, on se calibre. Est-ce que le progrès est tel qu'on pensait qu'il allait l'être? Et ensuite, on mesure le progrès à la fin. Donc, est-ce que finalement, notre plan nous a permis d'atteindre les objectifs qu'on voulait? L'important, ce qu'on voit aussi souvent, c'est la transition. À la fin de mon 6 mois d'entraînement, mon entraîneur, honnêtement, allait me laisser seule. Donc, j'étais habituée de m'entraîner pendant 6 mois avec un entraîneur, mais j'avais toujours aucune idée comment m'entraîner seule. C'est là où on voit, comme disait Mathieu tantôt, que la balle peut dropper assez facilement au niveau du développement des cadres émergents. C'est que souvent, on va envoyer, que ce soit un coach interne ou un coach externe, plan de développement, on fait le coaching, and now what? Donc, vraiment pour assurer la pérennité du développement, parce que le développement n'est pas terminé après un 6 mois de coaching, on va les aider à faire ce plan-là. On va leur dire, mais voilà, on va regarder avec eux quels sont vos objectifs pour les prochains 3 mois, prochains 6 mois, puis voici comment vous allez pouvoir les atteindre. Donc, c'est de les aider à faire ce plan-là pour pas que le développement tombe. Ouais. En fait, la chose qu'on aimerait vous laisser sur cette image-là, c'est vraiment le bout de la transition parce que, tu sais, du coaching, vous en faites probablement plusieurs d'entre vous en font, vous utilisez des coachs externes, des coachs internes, c'est quelque chose qui est très présent dans la société, dans les organisations. Mais ce qu'on voit souvent, c'est la transition. C'est là que, comme pour pas reprendre la même image, mais la balle tombe, c'est que puis peu importe qui fait le coaching, comment vous l'organisez, ce qu'on vous recommande finalement, c'est de vous organiser pour avoir cet élément-là comme étant intégral soit au programme, à la pratique, à la façon que le tout est structuré pour qu'au bout de la ligne, ça ne soit pas le coaching est terminé, on est content, on va vers l'avant parce que c'est comme le plan de développement de tantôt, c'est que s'il n'y a pas, de la tension de processus, s'il n'y a pas de l'énergie, il n'y a pas quelque chose qui supporte le fait que les gens puissent continuer à se développer, ça aura été comme le fun, ça aura développé jusqu'à un certain point, mais la réalité, c'est que vous allez avoir manqué la moitié de la valeur de votre investissement à ce niveau-là. On ne fera peut-être pas le On va y aller plus vite? Ouais. OK. Ce qu'on se rend compte quand on pose cette question-là, souvent, c'est que la plupart des organisations, soit n'ont pas vraiment de culture de coaching, ne savent pas vraiment ce que c'est. C'est rare que c'est exceptionnel. Mais ce qu'on se rend compte quand on regarde la recherche, c'est que seulement 15% des répondants, ça c'est une recherche de ICF, International Coach Federation, seulement 15% des répondants ont une culture de coaching forte, donc c'est très peu. Puis parmi les organisations hautement performantes, parfois, 61% des organisations reportent avoir une culture de coaching forte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une culture de coaching finalement? C'est grosso modo, dans une culture de coaching, tous les membres de l'équipe se donnent du feedback, s'entraident, sont confortables à partager leurs idées. Donc, tout le monde se coach finalement. C'est pas très complexe à implanter, c'est juste que souvent, on ne prend pas le temps de le faire.
Donc, si jamais vous avez besoin d'idées à ce niveau-là, on a un micro-cours qui vient juste de sortir, donc ils n'ont pas été traduits en anglais encore, sur comment implanter une culture de coaching. C'est 15-20 minutes, ça vous donne des trucs puis des idées, puis vous pouvez le faire vous-même. Mais c'est juste de créer, comme on disait tout à l'heure, cette structure-là et ce système-là pour que les gens puissent justement se donner cette rétroaction-là qui est précieuse et se coacher. Et comment aider et accompagner vos cadres émergents et vos cadres à implanter cette culture-là. Parce que ce qu'on voit finalement, c'est que la performance financière des organisations qui ont cette culture de coaching-là est de beaucoup supérieure à celles qui ne l'ont pas. Oui. Et c'est ça. Puis les cadres émergents, c'est des gens qui ont un rôle pivot majeur pour influencer l'évolution de l'organisation et l'évolution de l'organisation à plus long terme de par leur niveau de responsabilité actuel et futur. Exact. Avec le temps qui nous reste, en fait, ce qu'on avait aussi positionné dans la description de notre session, c'est qu'on va vous donner des exemples, d'autres exemples, en fait, de programmes innovateurs pour supporter les cadres émergents, comme on a fait jusqu'ici. Un autre des exemples qu'on voulait vous présenter, puis ça, j'aurais tendance à dire quasiment en première en Amérique du Nord, c'est qu'on a nos collègues en Asie ont développé un programme pour répondre justement au fait que, d'ailleurs, entre autres en Chine, l'évolution des organisations en termes de digitalisation est accélérée depuis un certain nombre d'années. Les États-Unis, le Canada sont également dans cette transition-là. Ce qu'on voit au Canada, par ailleurs, j'ai comme l'impression que le Canada est comme une barre comme plus en arrière. Je pense qu'on est en train de rattraper le temps perdu un peu présentement. Là. Puis au Québec, à Montréal, il y a beaucoup d'accélération par rapport à la technologie. Puis plusieurs individus qui sont présentement sur l'appel, je sais que vos organisations sont en train de faire un virage technologique pour accélérer par rapport à ça. Je voulais juste vous montrer un exemple d'un programme qui avait été lancé puis développé pour supporter le développement d'un ensemble de compétences et de compréhension de ce qui se passe pour les gestionnaires intermédiaires, là, donc cadres exécutifs, sur leur rôle, puis qu'est-ce qu'ils ont à faire pour supporter la transformation digitale. Fait que c'est pas de la formation digitale sur la technologie, mais c'est sur comment capitaliser sur la technologie, puis comment prendre des décisions et évoluer les pratiques de gestion pour maximiser les investissements qui sont faits au niveau technologique. Fait que juste très rapidement, puis on n'aura pas le temps d'entrer dans tout le détail de ça, mais la manière que ce programme-là avait été monté, c'est d'avoir, en fond, une pierre d'assise qui est la compréhension, l'éducation sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on parle par mot en français, VUCA en anglais, VICA en français. Ça, on le voit maintenant quand même beaucoup, ça fait un certain nombre d'années, ça vient de l'armée américaine, mais ça a été contextualisé au milieu d'affaires. C'est de voir le monde change vite, tout ce qu'on a positionné au début, c'est très présent, puis c'est présent pour l'ensemble des gens qui sont présentement ici. C'est d'éduquer sur c'est quoi que ça veut dire d'opérer comme leader dans l'ère digitale, mais aussi c'est quoi qui n'est pas différent. Tu sais, c'est d'aider les gens à comprendre parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qui est pertinent, puis qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Puis c'est vraiment d'aider à mettre la table pour que les gens comprennent. Vous n'avez pas besoin de tout changer vos pratiques à cause de ça, mais il y a certaines affaires que vous pouvez ajuster, puis il y a certaines affaires que vous pouvez faire qui vont faire en sorte que vous allez vous adapter plus rapidement puis que vous allez aider vos équipes à s'adapter plus rapidement. Puis il y a des choses qui vont nuire à cette transition-là. Fait que c'est vraiment de l'éducation. Et ça, bon, ça, c'est un module sur une demi-journée là, à ce moment-là. Mais c'est vraiment de l'éducation parce que il y a des choses qui sont compliquées, mais il y a des choses qui ne sont pas. Puis c'est juste de dédramatiser puis d'aider les gens à comprendre leur rôle comme exécutif par rapport à ça. Et en fait, comment que nos collègues l'avaient monté puis l'ont déployé là, en Asie, puis on l'a traduit en français, fait qu'on va l'aborder pour le Canada puis les États-Unis aussi, c'est d'avoir des modules pour des ensembles de compétences qui sont pertinentes dans des contextes de même. Fait que j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ça, puis le but, c'est pas de faire ça non plus, mais c'est juste pour dire que dans vos pratiques de développement de cadre, c'est d'avoir des éléments comme ces modules-là. C'est comment gérer dans un contexte qui a beaucoup de plus d'expertise technique, comment susciter la collaboration, comment briser les silos, comment maximiser la technologie, comment responsabiliser les gens dans un contexte que tout bouge plus rapidement et générer du changement. Fait que là, c'est juste d'avoir des modules pertinents puis de puncher sur les éléments des compétences critiques pour faire la transition vers un leadership plus digital.
Et là, Annie. Premièrement, on vous remercie évidemment du temps que vous avez passé avec nous ce matin. On vous encourage peut-être à prendre une idée de ce que vous avez appris aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec nous si jamais vous avez des questions auxquelles, je pense qu'on aurait pu parler 3 heures, Mathieu, mais on avait juste 1 heure avec vous aujourd'hui. Donc, contactez-nous, vous avez notre LinkedIn ici. On va également vous envoyer un courriel avec l'enregistrement du webinaire aujourd'hui. Si vous voulez poursuivre la discussion, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Alors, encore une fois, merci pour votre temps aujourd'hui et on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Oui. Merci à tous et à toutes. S'il vous plaît, soyez pas gênés si vous voulez discuter. On est là pour ça. Puis on adore l'interaction. Oui, c'est ça. Ça va nous faire super plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Et ça a bien été sur Zoom finalement, Mathieu? Oui, on va faire ça pour la prochaine fois. Oui, c'est ça, exactement. Merci, Annie. All right, merci à toi, Mathieu. OK, à bientôt. Salut tout le monde, en espérant vous entendre bientôt sur nos plateformes ou envoyez-nous des courriels, ça va nous faire plaisir.